Il n'en fut pas ainsi. Mon père me refusait constamment des permissions qui m'avaient été consenties dans des pactes plus larges octroyés par ma mère et ma grand-mère, parce qu'il ne se souciait pas des principes, et qu'il n'y avait pas avec lui de droit des gens. Pour une raison toute contingente, ou même sans raison, il me supprimait au dernier moment telle promenade, si habituelle, si consacrée, qu'on ne pouvait m'en priver sans parjure. Ou bien, comme il l'avait encore fait ce soir, longtemps avant le rituel, il me disait « Allons, monte te coucher, pas d'explication ». Mais aussi parce qu'il n'y avait pas de principe, dans le sens de ma grand-mère, il n'avait pas, à proprement parler, d'intransigeance. Il me regarda un instant, d'un air étonné et fâché, puis, dès que maman lui eut expliqué en quelques mots embarrassés ce qui était arrivé, il lui dit « Mais va donc avec lui, puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir. Reste un peu dans sa chambre. Moi, je n'ai besoin de rien. » « Mais mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir ne change rien à la chose. On ne peut pas habituer cet enfant. Mais il ne s'agit pas d'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin. Il a l'air désolé, cet enfant. Voyons, nous ne sommes pas des bourreaux. Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé. Puisqu'il y a 2 lits dans sa chambre, dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche pour cette nuit avec lui. Allons, bonsoir. Moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. On ne pouvait pas remercier mon père. On l'eût agacé par ce qu'il appelait des sensibleries. Je restai sans oser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche, sous le cachemire de l'Inde violet et rose qu'il nouait autour de sa tête, depuis qu'il avait des névralgies, avec le geste d'Abraham, dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli que m'avait donné M. Swann, disant à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac. Il y a bien des années de cela. La muraille de l'escalier, où je vis monter le reflet de sa bougie, n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi, bien des choses ont été détruites, que je croyais devoir durer toujours, et de nouvelles se sont édifiées, donnant naissance à des peines et à des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvai seule avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé, et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau, comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence de la nuit. Maman passa cette nuit-là dans ma chambre. Au moment où je venais de commettre une faute telle que je m'attendais à être obligée de quitter la maison de mes parents, ils m'accordaient plus que je n'eusse jamais obtenu d'eux comme récompense d'une belle action. Même à l'heure où elle se manifestait par cette grâce, la conduite de mon père à mon égard gardait ce quelque chose d'arbitraire et d'immérité qui la caractérisait et qui tenait à ce que généralement elle résultait plutôt de convenances fortuites que d'un plan prémédité. Peut-être même que ce que j'appelais sa sévérité, quand il m'envoyait me coucher, méritait moins ce nom que celle de ma mère ou ma grand-mère, car sa nature, plus différente en certains points de la mienne que n'était la leur, n'avait probablement pas deviné jusqu'ici combien j'étais malheureux tous les soirs. Ce que ma mère et ma grand-mère savaient mieux, mais elles m'aimaient assez pour ne pas consentir à m'épargner de la souffrance. Elles voulaient m'apprendre à la dominer, afin de diminuer ma sensibilité nerveuse et fortifier ma volonté. Pour mon père, dont l'affection pour moi était d'une autre sorte, je ne sais pas s'il aurait eu le courage. Pour une fois où il venait de comprendre que j'avais du chagrin, il avait dit à ma mère « Va donc le consoler ». Maman resta cette nuit-là dans ma chambre, et comme pour ne gâter d'aucun remords ces heures si différentes de ce que j'avais eu le droit d'espérer, quand Françoise, comprenant qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire en voyant maman assise près de moi,
qui me tenait la main et me laissait pleurer sans me gronder, lui demanda: Mais madame, qu'a donc monsieur à pleurer ainsi? Maman lui répondit: Mais il ne sait pas lui-même, Françoise, il est énervé. Préparez-moi vite le grand lit et montez vous coucher. Ainsi, pour la première fois, ma tristesse n'était plus considérée comme une faute punissable, mais comme un mal involontaire qu'on venait de reconnaître officiellement, comme un état nerveux dont je n'étais pas responsable. J'avais le soulagement de n'avoir plus à mêler de scrupules à l'amertume de mes larmes. Je pouvais pleurer sans péché. Je n'étais pas non plus médiocrement fière, vis-à-vis de Françoise, de ce retour des choses humaines, qui, une heure après ce que maman avait refusé de monter dans ma chambre et m'avait fait dédaigneusement répondre que je devrais dormir, m'élevait à la dignité de grande personne, et m'avait fait atteindre tout d'un coup à une sorte de puberté du chagrin, d'émancipation des larmes. J'aurais dû être heureux. Je ne l'étais pas. Il me semblait que ma mère venait de me faire une première concession, qui devait lui être douloureuse, que c'était une première abdication de sa part devant l'idéal qu'elle avait conçu pour moi, et que pour la première fois, elle, si courageuse, s'avouait vaincue. Il me semblait que si je venais de remporter une victoire, c'était contre elle, que j'avais réussi, comme aurait pu le faire la maladie, les chagrins ou l'âge, à détendre sa volonté, à faire fléchir sa raison, et que cette soirée commençait une ère, resterait comme une triste date. Si j'avais osé, maintenant, j'aurais dit à maman: Non, je ne veux pas, ne couche pas ici. Mais je connaissais la sagesse pratique, réaliste comme on dirait aujourd'hui, qui tempérait en elle la nature ardemment idéaliste de ma grand-mère. Et je savais que, maintenant que le mal était fait, elle aimerait mieux m'en laisser du moins goûter le plaisir calmant et ne pas déranger mon père. Certes, le beau visage de ma mère brillait encore de jeunesse ce soir-là, où elle me tenait si doucement les mains et cherchait à arrêter mes larmes. Mais justement, il me semblait que cela n'aurait pas dû être. Sa colère eût été moins triste, pour moi, que cette douceur nouvelle que ne m'avait pas connue mon enfance. Il me semblait que je venais d'une main impie et secrète de tracer dans son âme une première ride et d'y faire apparaître un premier cheveu blanc. Cette pensée redoubla mes sanglots. Et alors, je vis maman, qui jamais ne se laissait aller à aucun attendrissement avec moi, être tout d'un coup gagnée par le mien et essayer de retenir une envie de pleurer. Comme elle sentit que je m'en étais aperçue, elle me dit en riant: Voilà mon petit jaunet, mon petit serein, qui va rendre sa maman aussi bêtasse que lui, pour peu que cela continue. Voyons, puisque tu n'as pas sommeil, ni ta maman non plus, ne restons pas à nous énerver. Faisons quelque chose, prenons un de tes livres. Mais je n'en avais pas là. Est-ce que tu aurais moins de plaisir si je sortais déjà les livres que ta grand-mère doit te donner pour ta fête? Pense bien, tu ne seras pas déçu de ne rien avoir après-demain? J'étais au contraire enchantée, et maman alla chercher un paquet de livres dont je ne pus deviner, à travers le papier qui les enveloppait, que la taille courte et large, mais qui sous ce premier aspect, pourtant sommaire et voilé, éclipsait déjà la boîte à couleurs du jour de l'an et les verres à soie de l'an dernier. C'était La Mare au diable, François le Champy, La Petite Fadette et Les Maîtres sonneurs. Ma grand-mère, et je sus depuis, avait d'abord choisi les Poésies de Musset, un volume de Rousseau et Indiana. Car si elle jugeait les lectures futiles aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries, elle ne pensait pas que les grands souffles du génie eussent sur l'esprit même d'un enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son corps le grand air et le vent du large. Mais mon père, l'ayant presque traitée de folle en apprenant les livres qu'elle voulait me donner, elle était retournée elle-même à Jouy le Vicomte, chez le libraire, pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau. C'était un jour brûlant, et elle était rentrée si souffrante que le médecin avait averti ma mère de ne pas la laisser se fatiguer ainsi. Et elle s'était rabattue sur les 4 romans champêtres de George Sand. Ma fille, disait-elle à maman, je ne pourrais pas me décider à donner à cet enfant quelque chose de mal écrit. En réalité, elle ne se résignait jamais à rien acheter dont on ne pût tirer un profit intellectuel.